Sixième Pharma discute. De quoi? Thèse d'exercice. En vue de l'obtention du titre de docteur en pharmacie. Et on va avoir plusieurs parties dans cet épisode un petit peu spécial où on va parler un petit peu plus études, un petit peu plus des moments où on a galéré, on va pas se mentir. On aurait aimé avoir le ressenti en tout cas de d'autres personnes qui sont passées avant nous. Et allons-y. En fait, on fait la vidéo qu'on a tant cherché quand on faisait on a rédigé nos thèses. On a cherché, on n'a pas trouvé une qui détaille. Il y en avait plein pour d'autres domaines, mais pas pour celle de la thèse d'exercice de pharma. Donc la voilà pour vous. Alors pour commencer, cette thèse d'exercice, on commence à y penser quand? Parce que surtout c'est bien beau, on sait bien que ça arrive. Donc le cursus de pharmacie c'est 6 ans pour minimum, en tout cas pour répéter un petit peu. On a l'officine, l'internat, l'industrie, mais là on va se concentrer sur l'officine parce qu'on est toutes les deux issues du milieu officinal. Et à la fin des 6 ans, donc on est pharmacien, mais il nous manque un petit plus qui fait qu'il faut qu'on obtienne le titre de docteur en pharmacie. Et la seule chose qui nous le permet, c'est la thèse d'exercice. C'est cette thèse d'exercice. Qui n'est pas un choix, qui n'est pas facultative, mais c'est obligatoire. Si on ne fait pas notre thèse dans le temps imparti, et après on n'est plus autorisé à exercer. L'ordre des pharmaciens, en tout cas, interdit la pratique. Ouais, exactement. Moi, je connais une fille comme ça. Elle a tout fait, mais elle n'a pas passé sa thèse. Au bout de 2 ans, ils lui ont laissé encore un délai supplémentaire. Elle n'a pas voulu passer sa thèse. Il y a des cas particuliers, mais moi aussi j'en ai entendu et je n'ai même pas envie d'essayer. Si vous regardez cette vidéo, c'est pas votre cas. Non. Donc dans tous les cas, donc thèse d'exercice qui se déroule, on va dire qu'il n'y a pas une année de thèse à proprement parler après les 6 ans. Il faut juste qu'on se le dise. Donc il n'y a pas une année spécifique pour ça. Mais quand est-ce qu'on commence à y penser? Peut-être déjà, toi, quand est-ce que tu y as pensé? Alors moi, bon, bien sûr, pendant les années, on nous en parle, mais j'ai pas vraiment... c'était pas un sujet priorité dans ma tête. Et c'est vraiment en 5e année, quand j'étais à l'hôpital, que là, je me disais, ok, l'année prochaine, c'est la 6e année, faut que je commence à trouver un sujet. Donc moi, personnellement, c'était la 5e année. Mais c'était vague encore pour moi. Et je n'avais parlé bien sûr à Yasmine. Et pendant cette année-là, il y avait déjà Cysio, Notre Monde. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire un sujet sur ça. Mais moi, j'avais pas encore de sujet à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, j'étais en 3e année, parce qu'on a eu un décalage, on le racontera plus précisément dans d'autres vidéos, mais on avait un décalage, et moi, j'étais en 3e année, et j'y pensais énormément. Et par contre, moi, le thème était fixé en 3e année. Alors, j'avais pas forcément le titre, j'avais pas forcément le sujet précisément, mais le thème, c'était la pédagogie, c'était Cysio, c'était OK. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais ce sera dans l'ordre de l'enseignement un petit peu, les cours. Donc ça sort un petit peu des sujets traditionnels auxquels on a l'habitude d'avoir, les effets indésirables de ci, le côté très pharmaco. Donc ça a toujours un lien avec la pharmacie, mais on l'a un peu fusionné avec la pédagogie. Donc avant de voir comment on choisit le thème, si on répond à la question quand est-ce qu'on doit y réfléchir, en fait, plus tôt vous le faites, mieux ça sera. Il n'y a pas une date où là il faut... Non, c'est pendant tous les cours, les rencontres avec les profs, vos activités aussi personnelles, parce qu'en pharmacie, moi ce que j'aime trop, c'est qu'on a un large choix de sujets. Donc on peut tout relier à la pharma. Donc je sais pas si tu es un sportif de haut niveau, que tu adores le tennis, tu peux trouver un lien avec la pharmacie. Complètement. Donc on n'y pense pas forcément, tu vois. Parce qu'il y en a plein où je leur disais mon sujet, ils me disaient ah bon. Et limite c'est quoi le lien avec la pharmacie? C'est vrai. Le lien avec la pharmacie, c'est l'enseignement, c'est la manière dont les choses en fait nous ont été enseignées. Donc comment essayer de l'améliorer? On essaiera de parler de nos thèses respectives, mais en tout cas le thème c'était la pédagogie. Et surtout, là on a dit quand est-ce qu'on peut y penser, mais quand est-ce qu'on peut la passer? Si on réfléchit à quand? Donc effectivement, quand vous voulez aussi. D'ailleurs, la preuve, moi j'ai choisi mon thème en 5e année, j'ai passé ma thèse 1 an après la fin de mes études. Yasmine, elle a commencé
La réflexion, elle est en troisième année, la réflexion. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet, je vais faire quoi, avec qui, parce que là on y reviendra Mais après. justement, t'as passé quand ta thèse? Et ma thèse, je l'ai passée en sixième année. Non, avant la fin de la sixième année. Oui. Ah, vous le précisez, excusez-moi. Je l'ai passée en novembre de mon année de sixième année. Avant même son stage. Je terminais justement, je voulais boucler ma thèse d'exercice, je voulais absolument la boucler avant mon stage au Canada de sixième année. Je m'étais dit, je voulais aller au Canada, l'esprit mais libre, voilà, comme l'air et pas de choses un petit peu, bon, à part les examens de fin d'études, mais j'avais pas envie d'avoir une thèse en tout cas en tête. Ça, c'est l'idéal. Franchement, donc j'ai demandé si on pouvait le faire, et en fait, à partir du moment où on est en sixième année, on est en état, on est dans une année de doctorat. Ils disent ça comme ça en tout cas. Donc tu peux prétendre en fait à passer ta thèse. Voici, voilà. Donc plus tôt vous y prenez, plus tôt vous la ferez. Parce qu'après, il faut se motiver quand on est à temps plein, ou on travaille, ou les aléas de la vie. Donc voilà. C'est ça. Si vous êtes en pharma, deuxième année, troisième année, commencez à y réfléchir dès que vous pouvez. Donc on y pense quand on y a répondu. Maintenant, c'est le sujet. Comment on trouve le sujet, Yasmine? Ça, c'est la question. Comment on trouve le sujet? Déjà, il y a deux voies. Donc c'est soit on a déjà un sujet qui nous anime et on se dit ok, moi en fait je veux faire que sur ça, donc je vais faire des mains et des pieds pour trouver le bon directeur de thèse qui va accepter directement ce sujet, parce que moi j'ai déjà des amis pour qui en fait ils ont proposé leur sujet et les directeurs de thèse ça les intéressait pas, donc au final ils vont pas bien vous suivre, donc il n'y a aucun intérêt. Moi, je fais l'inverse, j'ai choisi mon sujet et puis je me suis dit, ok, je vais trouver l'enseignant avec qui ça peut matcher et avec qui, en fait, la personne qui me dira direct oui. Et si tu te souviens, moi, j'avais que le thème, j'avais pas le titre, mais j'ai trouvé la directrice de thèse qui avait accepté mon thème et hop, je l'ai basculé à Sarah. Voilà. Sarah, en fait, elle l'a passé avant moi. Donc, on a eu la même directrice de thèse. Tout à fait. Donc, effectivement, quand je vous ai dit, je commençais à chercher en cinquième année, je voulais travailler avec un prof, mais il m'a proposé un autre sujet. Et j'ai refusé parce qu'en fait, on passe énormément de temps sur un sujet. Donc, si on n'est pas passionné par le truc, ne le prenez pas. Alors déjà qu'un sujet que vous allez aimer, au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir vous le voir. Parce que à la fin de la relecture, mon sujet, j'en pouvais plus. Ah ouais. Donc imaginez si c'est déjà de base un sujet dans lequel en fait vous voulez pas avoir de réponse. Donc le fait de trouver quelque chose qui va vous intéresser le plus tôt possible et puis le plus longtemps possible, parce qu'il faut aussi le jouer dans la durée, là on commence à être dans la bonne direction. Tout à fait. Et puis voilà, vous commencez. Après vous avez un autre choix, c'est vous avez un enseignant qui peut être directeur de thèse. S'il peut être directeur de thèse, vous allez le voir puis vous lui dites est-ce que vous avez des sujets? Parce qu'il y a les directeurs de thèse, ils peuvent vous proposer des sujets et à ce moment-là, en fait, juste vous n'avez pas trop envie de, entre guillemets, vous casser la tête. Lui, c'est un sujet qui va l'attirer. Vous n'avez pas d'inspiration. Un minimum d'intérêt pour le sujet. Exactement. Vous n'avez pas d'inspiration, donc pourquoi pas, et puis elle va vous donner plusieurs sujets et puis après c'est deux chemins différents. Moi c'était ce cas de figure là, c'est-à-dire j'avais choisi le prof mais j'ai pas aimé le sujet. Donc après quand j'ai trouvé le sujet, donc moi j'aimais beaucoup les neurosciences, je lisais beaucoup de choses dessus et j'aimais beaucoup l'enseignement, la formation, la pédagogie. Donc je me suis dit mais pourquoi pas fusionner les deux. Donc mon sujet c'était comment mettre les neurosciences au service de la formation en pharmacie. Et là, Yasmine, donc ça rentre complètement dans Sisu. Et là, elle me dit, mais j'ai le maître de stage pour toi. Parce que j'étais en ULC, c'est pour ça que c'est important en fait dans chaque cours de voir et de ressentir un petit peu le moment dans le cours. C'est que j'avais une enseignante donc, qui était en chimie analytique. Donc rien à voir avec notre sujet, mais à la fin de son cursus, donc à la fin de ses années universitaires, elle s'est consacrée à la communication et comment la communication en fait va avoir une importance, que ce soit avec votre patient, mais que ce soit aussi dans la manière dont vous allez le transmettre en tant qu'enseignant, en tout cas le message. Tout à fait. Le message, il faut qu'il passe d'une certaine façon. Là, le message, toi, c'était les neurosciences. Oui. Donc quand on lui a parlé de ce sujet, elle n'a pas réfléchi. Alors moi, j'étais avec elle. Oui, quand du coup.
Donc ça a matché en fait, c'est un match entre l'étudiant et le directeur de thèse. Et donc quand tu as ton sujet, là tu peux commencer à faire quelque chose. Tu veux partager aussi ton sujet? Oui, alors moi j'étais partie d'une problématique de base, c'est que j'avais beaucoup d'effets chasse d'eau, donc je révisais beaucoup pour les matières, pour les partiels, sauf que à la fin, une semaine ou 2 semaines après, je me souvenais pas de énormément de choses. Donc pour éviter l'effet chasse d'eau, c'était comment, grâce aux techniques d'apprentissage à long terme, on pouvait avoir une rétention d'informations le plus longtemps possible. Donc on n'en parlera plus précisément, mais c'est toujours dans le cadre de la pédagogie. Donc là, tu as ton sujet, tu fais quoi après? Ton directeur de thèse, il y a une restriction dans le... Ah oui, donc... on peut pas choisir un directeur de thèse... Comment on fait pour choisir un directeur de thèse? On a dit, déjà il y a une condition... sine qua non, c'est qu'il faut qu'il soit... beau gosse... Il faut qu'il soit enseignant-chercheur, mais surtout, par exemple, nous, il fallait qu'il soit... Alors, on avait 2 cas de figure. Soit il était enseignant-chercheur dans le cadre de notre université, nous, c'était de Grenoble, donc c'était UGA, l'UFR de pharmacie, ou en tout cas, qui fasse partie du campus. Maintenant, il fait pas partie du campus et il a un lien avec votre sujet. Et vous voulez que ce soit, je sais pas, la première personne, par exemple, je sais pas moi, il est pas pharmacien, pas pharmacien. Il est comptable. Il est comptable, mais vous avez un sujet en fait sur la comptabilité, vous voulez être suivi par lui, mais il donne pas cours à la fac. Et ben, il peut être votre directeur de thèse, mais il lui faut un tuteur. Donc il faudra, dans tous les cas, que cette personne-là qui va être votre directeur de thèse ait un tuteur universitaire. Pour garder le cadre un petit peu académique de la chose. Voilà, mais après c'est très... Et donc comment le trouver? Pendant les cours, aller leur envoyer des mails, les rencontrer après les cours, à l'hôpital. Exactement. Franchement, tenter. Des fois, on peut vraiment avoir de belles surprises. Exactement. Mauvaises surprises, mais surtout de belles surprises, parce que généralement, les gens ils sont assez ouverts, donc n'hésitez pas, en fait. Tu l'as trouvé. Maintenant, vous allez trouver le directeur de thèse. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez signer un contrat moral entre vous deux. Donc, peut-être que tu n'as pas le sujet précis, tu as peut-être le thème, mais en tout cas, ta directrice ou ton directeur de thèse va te demander de choisir un sujet et de donner une première ébauche, en tout cas, de ton titre qui va être écrit sur le contrat moral, où là, vous allez tous les deux signer, je suis ton étudiant, je suis ton directeur de thèse, on se met d'accord pour cette thèse. Maintenant, la question c'est, tu veux la passer quand? Tout à fait. En fait, le but, c'est de faire un déroulé en deadline de ta thèse. C'est-à-dire, tu veux la passer d'ici 1 an. D'accord. Alors, nous, on avait fait comme ça. Les 3 premiers mois, tu vas me présenter la problématique. Les 3 mours suivants, la première partie. Là, on dit c'est au pif, hein, mais c'est ça. Le temps, ça dépend. D'ailleurs, j'ai pas du tout respecté les deadlines qu'on avait signé. C'est pour ça que c'est un contrat moral. Voilà, et c'est à titre déjà pour avoir un ordre d'idée et pour s'engager aussi avec le directeur et l'étudiant. Parce que s'il te dit, je sais pas, après tout le travail te dit non, là je pense que c'est aussi une preuve. C'est une preuve écrite. Après, ça peut bouger. Ça veut pas dire que si vous le respectez pas, c'est pas grave, mais ça veut dire que s'il y a des changements d'emploi du temps, c'est pas la fin du monde et vous referez un autre contrat moral entre vous et elle ou... Oui, mais moi je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir un visu général de la deadline finale et de répartir et de voir aussi si on est en retard ou pas par rapport à l'objectif de départ. Sachant que, alors la réflexion personnellement j'avais fait en 3e année, mais là où j'ai accéléré, mais comme jamais, c'était en 5e année. Et c'est juste pour donner que parfois tu peux le faire sur 1 an, mais parfois tu peux le faire aussi sur cours, parce que moi j'avais en tête, alors par rapport à mon parcours, j'ai eu disons il y a des années en fait où j'ai refait mon année pour une matière, ça m'est arrivé 2 fois. Donc à la fin je m'étais dit ok, là je ne veux pas perdre de temps. Donc je n'ai qu'un objectif, c'est de passer ma thèse avant de partir en stage. En 6e. Exactement. Pour que, en fait, là, en revenant de mon stage, je termine mes études et je suis thésée, on n'en parle plus. Et c'est vrai que j'ai souffert, mais comme pas possible, pour faire ça en même temps que les cours, parce que j'ai commencé en 5e année. Donc 5e année, c'est les cours l'hôpital le matin, les cours l'après-midi.
Et C'est intense, les choses à rendre, la 5e année, c'est la pire année en tout cas pour avancer. Mais en même temps, quand on se donne pas le choix, ben, on se donne pas le choix. Ouais. Et donc pendant la 5e année, j'ai bien avancé. Et là où j'ai, on va dire, carburé, c'est l'été de la 5e année. Donc le matin, j'allais à l'hôpital et l'après-midi, il n'y avait rien. Et là, par contre, toutes mes après-midi de tout l'été, je l'ai passé sur ma thèse. Alors, ça m'arrivait de prendre quelques après-midi par-ci par-là, mais de manière très ponctuelle, parce que je savais qu'à la rentrée de la 6e année, il y avait septembre, octobre, novembre, on partait. Ouais. Donc, en fait, et moi, j'ai passé ma thèse en novembre, et une semaine après, j'étais au Canada. Donc, je me suis pas donné le choix, en fait, dans les deadlines. Donc, en termes de deadline, je devais les respecter, parce que je voulais pas que ce soit après. C'était pas la fin du monde, mais c'était juste, je sais pas, c'était dans ma tête. Ouais. Non, mais comme quoi, chaque personne, son parcours, il y en a, ça a duré 4 ans, il y en a, ça peut durer 6 mois. Il y en a, ils ont pris 4 mois pour la faire. Ouais. Il y en a, ils ont pris 1 an, 2 ans. C'est juste pour vous dire que il faut pas vous dire, ok, une thèse, en fait, il faut juste être réaliste. Donc, faut pas vous dire, je vais la faire en 4 mois, alors que pendant 4 mois, vous avez cours du début à la fin. Faut rester quand même raisonnable. Moi, j'ai pu en tout cas le faire. C'était grâce au fait que, avec l'hôpital, t'es actif. Oui. Et puis, de toute façon, l'après-midi, tu vas pas partir en vacances pour une après-midi. Donc, ok, je fais quoi? Je vais passer mes après-midi à faire ça. Et en fait, j'étais encore dans le mood de révision, école, cours. Oui, donc tout est faisable. Moi, je l'ai passé 1 an après. Parce que t'avais ton master. Mon année. Oui, en fait, j'ai fait un master en même temps, Voilà. en formation continue. Donc, je travaillais 35 heures à temps plein. Voilà. Et donc, c'était assez... J'ai bien mémoire aussi. C'était intense, c'était une année... C'était plus qu'intense. Toi, mais voilà. Année, on se voyait pas beaucoup. Non, impossible. Donc, pour vous dire que si vous mettez un objectif, vous pouvez y arriver, quels que soient les délais. Bien sûr, la qualité du travail aussi... comment dire, il y en a qui vont pas s'investir de la même manière. Honnêtement, je vous le déconseille parce que après, c'est quand même quelque chose qui reste. Oui. C'est une trace de vous. Si c'est mal fait, honnêtement, je sais pas, mais on se dit c'est quand même quelque chose qui reste sur Internet, ou même si c'est pas sur Internet, c'est dans les archives. Moi, je trouve ça important de laisser une bonne odeur derrière vous. Et puis c'est notre état d'esprit de quand on fait quelque chose, d'essayer d'exceller, de la faire de la meilleure des manières. Ça, quelle que soit votre tâche, on va dire. Exactement. Donc pour une thèse de fin d'études, il faut couronner ça avec finir en beauté. En tout cas. Exactement. Maintenant, vous avez signé le contrat moral, Ok. on est content, on a donné la date. Vous savez quand est-ce que vous allez passer cette thèse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est parti, l'océan des recherches. C'est la première recherche. Alors là, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est... Alors, il y a 10 000 façons de faire une thèse d'exercice. On vous donne celle qui est la plus courante et celle qui est aussi la plus simple en termes d'étapes. Parce que pour avoir fait quelques erreurs et après on se dit oh là là, et si j'avais pu faire ça d'abord, ça aurait été tellement plus vite. Donc là, on vous donne vraiment par rapport aux erreurs qu'on a fait, juste prendre ça en compte, tu vois. C'est ça, pour éviter justement de perdre du temps inutilement, parce que Voilà. des fois c'est vraiment du temps inutile. Par exemple, les recherches. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? On a choisi un sujet, on a le thème global, on va voir ce qui existe sur Internet, on va voir ce qui existe sur les bouquins, on va voir si on a de la matière. Parce que si on se lance dans un sujet, mais en fait, il n'y a pas matière à travailler, vous n'allez pas avoir assez de biblio, parce que vous ne pouvez pas faire une thèse d'exercice avec 20 références. C'est impossible. Oui, ça, c'est juste impossible. Donc, il faut voir quand même qu'il y a plusieurs... donc, commencer à voir un peu les différents thèmes, sans pour autant commencer dans la rédaction. Hein. Là, on est sur le... Voilà, on fait de la mise en terrain, je sais pas comment on appelle ça en terme. Mais question, toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as dit, je vais commencer mes recherches, la première chose qu'elle a fait, Yasmine, c'est qu'elle est allée à la BU. Pardon, si tu commences tes recherches et que tu n'as pas le moyen de retrouver, c'est un temps perdu, complètement. Mais vraiment. Donc déjà, c'est Zotero. Z-O-T-E-R-O. Non, parce que ça, c'est l'indispensable de vos recherches. S'il y a un mot à retenir d'ici la fin de la vidéo, c'est Zotero. Maintenant, comment on va faire pour essayer de le comprendre? Il y a 1 milliard de vidéos sur Internet.
Mais la meilleure formation, c'est celle que vous allez avoir à votre BU, si vous en avez une. Mais en tout cas, nous, à Grenoble, c'était possible. Je suis allée à la BU, je leur ai expliqué que voilà, je passais ma thèse. Maintenant, j'ai besoin d'être un petit peu plus guidée sur le logiciel. Il m'a demandé juste de ramener 3 ou 4 camarades pour que ça bénéficie à d'autres personnes. Donc, j'ai trouvé, il n'y avait pas de problème. Et honnêtement, c'était 1 heure hyper enrichissant parce qu'en fait, on avait eu cette formation en troisième année. Moi, je l'ai deuxième année, je sais pas. Parce que la fac nous proposait justement ce cours. Un TD, mais en 3e année. En 2e ou 3e. C'était trop tôt parce que déjà la thèse pour toi, c'est hyper loin. On te parle d'un outil Zotero, tu te dis ça va me servir à quoi? C'était vraiment... j'étais pas attentive du tout. Et quand j'ai compris l'intérêt, après c'est nous-mêmes qui allons voir la BU. Et ben justement, donc formation BU, il vous explique que Zotero, donc après où aller le chercher, vos recherches bibliographiques, où aller les chercher. Très important. Exactement, on a une source, on va dire une source bibliographique, je crois qu'ils appellent ça une bibliothèque numérique. Voilà, une bibliothèque numérique, c'est-à-dire ils payent pour des licences, pour avoir PubMed, Clinical Resources, Prescrit, tous ceux où vous allez avoir les études scientifiques, en tout cas toutes les données, elles sont disponibles. À Grenoble, nous c'était Beluga, Beluga. Donc on rentrait dans Beluga, on mettait nos identifiants étudiants. C'est la première chose à faire pour qu'on sache en fait dans quelle fac vous êtes. Et à ce moment-là, vous naviguez sur tous les moteurs de recherche de bibliographie. Ça, c'est important parce que moi, au début, j'achetais plein de livres. Sauf que c'est un budget d'acheter des livres et puis on n'a pas le temps de tout lire. Donc, avoir une banque de données accessible, gratuite. Et parfois, surtout, c'est que la BU, elle propose des livres que vous allez acheter vous, mais que eux, ils ont déjà numérisé. Oui, en fait, au sein de leur bibliothèque numérique. Donc, à quoi bon, c'est déjà quelque chose que vous payez au sein de votre inscription, je tiens à le dire, parce que dans votre inscription à l'entrée de la fac, vous avez une partie qui est dédiée à la bibliothèque. Donc, c'est ce qui leur permet, entre autres, de payer les licences. Donc, il faut en profiter. Et là, c'est le moment d'en profiter. Si vous ne l'avez pas fait en termes dans les ouvrages, là, il faut le faire tout de suite, maintenant. Donc, Zotero, ils vous font la formation. C'est ça. Puis, vous allez voir comment accéder aux ressources de manière, avec vos codes, de manière gratuite. Et dès maintenant, dès le début, alors on va revenir dessus après, mais dès le début, il va falloir que vous vous renseigniez sur le fait que Zotero soit lié à votre moteur de recherche ainsi qu'à votre traitement de texte. C'est n'importe lequel que vous choisissez, mais en tout cas, il va falloir le connecter, le fusionner pour qu'en fait, dès que vous allez faire une recherche, dès que vous allez ajouter cette source sur votre Word, à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait l'avoir directement où est-ce que vous êtes allé le chercher, à quelle page. Moi, parfois, dans les notes de Zotero, je marquais page 23. C'est exactement là que je l'ai trouvé parce que c'est juste pour que ce soit très, très, très précis dans tes recherches. Oui, pour pas être accusé de plagiat. Parce que vous avez certains, moi au début, je me dis, mais comment je vais faire pour prendre cette phrase? Si je vais la paraphraser, ça va faire du copier-coller. Alors, le plagiat, c'est quand tu prends des propos et que tu ne mets pas de source. Mais si tu prends les propos d'une source, tu peux les paraphraser, mais au moins, si tu mets la source, c'est pas du plagiat. Donc, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, ça m'inquiétait ça au début. Mais attends, cette phrase, je l'ai prise ici, donc c'est du plagiat. Non, parce que tu as dit où tu l'as pris. Donc, si tout est sourcé, c'est pas du plagiat. Si tu mets des phrases que tu prends ailleurs sans source, là c'est du plagiat. Donc ça c'est important parce qu'à la fin, ta thèse elle est passée dans un logiciel pour détecter justement le taux de plagiat. Et voilà, c'est dommage de faire tout un travail pour qu'à la fin on te dise non, t'es qu'un copieur en fait. Donc voilà, t'as installé Zotero, tu sais comment ça marche, et là tu peux nager dans l'océan des informations, mettre les idées, les concepts. Moi j'écrivais, moi je travaille sur Word, donc je mettais à chaque fois la source avec les concepts. Mais sachez qu'au bout d'un moment, vous devez dire stop. Parce que les recherches, ça peut être interminable. On peut passer des années en fait à chercher. C'est un monde vraiment
presque infini, et surtout quand on est sur le web, tu passes d'un article à un autre, ça peut prendre énormément de temps. Donc quand tu as suffisamment d'infos et que tu as un petit peu l'idée de ta problématique, on dit stop à la recherche et on passe à l'étape suivante, qui est la problématique.